Merci à tous d'être venus. Puis merci à notre panel d'être là. Merci d'être à School Lab. Alors, je vais présenter très brièvement ce qu'est School Lab. Donc, c'est ce lieu ici. C'est également un écosystème dans lequel se croisent des étudiants, des startups et des grandes entreprises. Et on les accompagne à la fois sur des sujets de formation, à l'innovation et à l'entrepreneuriat, et sur des sujets d'accélération de projets. Et donc je remercie vraiment notre panel d'être là ce soir donc pour parler de FinTech. Donc je vais vous présenter brièvement et puis après je vous propose que vous complétez ce que j'ai dit sur chacune de vos entreprises et puis sur éventuellement tout ce que vous avez envie de partager avec l'audience. Donc Anaïs Raoult de Wake Up. Donc Wake Up, c'est l'école de la FinTech. Donc elle pourra nous parler un peu de comment les FinTech émergent, en fait, d'avoir un peu cette vision, un peu comment l'idée émerge et vers quoi va l'innovation dans le domaine des FinTech. Ce qui est assez intéressant ce soir, c'est qu'on a un peu tous les stades de développement, à la fois d'internationalisation, de croissance de différents stades des entreprises. Donc effectivement, on a Wake Up, on a également Alexandre Pro de Conto, fondateur et CEO de Conto. Donc Conto, c'est une banque en ligne à destination des entreprises et des entrepreneurs. Et donc qui a aujourd'hui 1 an d'existence, un peu moins d'1 an. Voilà. Donc un stade encore jeune et le produit a été lancé cet été. Donc voilà, ce stade de développement. Puis on a effectivement on a également Jérémy Rosselli, General Manager pour la France, pour N26. Donc N26, c'est une néobanque. D'ailleurs, on aura peut-être l'occasion de revenir sur ce qu'est une banque et ce qu'est une néobanque, puisqu'il s'agit de proposer toute l'expérience bancaire, mais aujourd'hui au travers d'une plateforme mobile notamment. Et vous avez annoncé hier un partenariat avec Uniland. Donc aujourd'hui, on peut faire du crédit. United Credit, donc un partenariat pour pouvoir faire du crédit à la consommation sur N26. Et puis enfin, on a Olivier Godement, donc Startup Growth et Growth and Operation pour le sud de l'Europe, dont la France, pour Stripe. Donc Stripe, aujourd'hui, c'est un peu plus de 9 milliards de valorisation de dollars, c'est 900 personnes dans le monde. Et donc c'est la solution qui simplifie le paiement mobile et voilà, qui fluidifie les échanges sur Internet. Je vous laisse vous présenter peut-être un petit tour. Alexandre Pro, donc Conto, je pense que tu as dit l'essentiel. Effectivement, donc on a lancé Conto il y a 5-6 mois maintenant. On s'adresse aux petites entreprises de, on va dire, 1 à 100 personnes. On offre comptes, cartes et des outils de gestion financière et comptable pour simplifier la vie des petites entreprises. On a nous-mêmes, en tant qu'entrepreneurs, vu que c'était une grosse galère d'ouvrir un compte, de faire sa comptabilité, etc. etc. Et donc c'est ça qu'on simplifie avec Conto. Aujourd'hui, donc 5 mois après notre lancement, on a plusieurs milliers de clients, donc des petites entreprises. On est 50 dans la société. On a notre bureau à 300 mètres d'ici. Ce qui m'a donc permis quand même d'arriver en retard malgré tout. Et voilà, donc c'est ce qu'on fait chez Conto. Bonsoir, merci de l'invitation, je suis ravie d'être ici. Donc effectivement, moi j'ai fondé Wake Up, donc qui est une école. Et en fait, on a un programme spécialisé dans la FinTech. En fait, on aide nos élèves à changer de carrière. Auparavant, j'ai dirigé France FinTech, donc qui est l'association des entrepreneurs du secteur de la FinTech en France. Et mon rôle, c'était de faire du lobbying pour défendre les intérêts de ces entrepreneurs au niveau français et au niveau européen. Merci. Donc, Olivier Godement, je m'occupe des opérations et du développement de Stripe en Europe du Sud. Donc, Stripe, tu l'as très bien pitché, c'est une boîte qui conçoit des outils qui permettent aux startups, aux entreprises tech de se lancer, se monétiser et se développer à l'international. Notre produit cœur, c'est un produit de paiement qui permet super facilement d'accepter les paiements en ligne, que ce soit sur un site ou sur une app mobile. Et on a lancé au fil des années peu à peu d'autres outils qui permettent aux entrepreneurs de se développer plus rapidement. Par exemple, un produit comme Atlas qui permet de se lancer aux États-Unis, de créer une société et un compte bancaire en ligne aux États-Unis, ou un produit comme Connect qui permet très facilement de gérer sa place de marché. Donc voilà, à chaque fois, c'est abaisser les barrières à l'entrée de l'entrepreneuriat et faciliter la création et le développement d'entreprise.
Donc, Jérémy, N26. Qu'est-ce qu'N26? Donc la banque mobile par excellence. Tout a été pensé en fait pour que vous puissiez accéder à, enfin, c'est votre banque depuis votre téléphone mobile. Donc vous pouvez tout faire directement depuis votre téléphone. Donc ça commence par ouvrir un compte directement en 8 minutes, même un dimanche après-midi dans votre canapé, c'est possible. Tous vos virements, tous vos paiements, tout est possible et de façon vraiment très simple depuis votre téléphone. Comme me disait notre hôte, on a lancé même le crédit pas plus tard qu'il y a 2 jours en France, mais de manière générale, on a vraiment vocation à couvrir le spectre des produits bancaires parce qu'on est nous-mêmes une vraie banque, au même titre que la Société Générale, la Deutsche Bank ou Santander par exemple. Quelques chiffres, on a dépassé les 100 000 clients en France au bout de 7 mois au mois d'août, parce que j'ai découvert que dans une startup, il fallait dater les chiffres qu'on donne. On a 500 000 clients en Europe au mois d'août, encore une fois. On a 350 employés. Enfin, je crois que même les RH ont du mal à suivre. Et on est présent dans 17 pays. On a aussi annoncé qu'on se lançait au UK et aux US il y a quelques semaines. Merci à vous. Alors, ce que je vous propose, en fait, donc, ce soir, c'est également le salon des startups qui sont accélérés en ce moment à School Lab. Donc, on va faire en fait l'échange en 2 parties. Une première partie, donc environ 20 minutes, sur plus votre, en fait, un peu les tips en tant que vous, en fait, ce que vous avez fait dans vos entreprises, donc que ce soit la stratégie de go-to-market, comment vous adressez vos utilisateurs. Puis ensuite, plus parler de la fintech. Et puis à la fin, on réservera 10 minutes, un quart d'heure pour échanger s'il y a des questions sur différents sujets que vous souhaiteriez couvrir. Donc peut-être une première question. Dans chacune de vos startups, l'expérience utilisateur est vraiment clé. Enfin, c'est surtout aujourd'hui, vous innovez énormément sur cette expérience. Quelle est la relation que vous avez avec vos utilisateurs et comment vous utilisez cette relation pour mieux innover ? Peut-être en 2 mots, nous on est parti de notre, alors c'est souvent le cas, mais on est parti de notre frustration à nous en tant qu'entrepreneurs avec mon associé Steven Avey. On avait monté une première société il y a 3 ans. Et en gros, on a trouvé que notre compte en banque était mal fait, notre conseiller bancaire était pas bon, les prix étaient élevés et pas transparents. Et puis donc on avait dans un coin de notre tête l'idée qu'il y avait sûrement quelque chose de mieux à faire. Et puis notre précédente société a été rachetée et voilà, on s'est lancé donc il y a 2 ans, enfin 1 an et demi, sur ce nouveau projet donc qui est Conto. Et donc on a créé Conto avec entre guillemets le feedback qu'on avait nous-mêmes de notre expérience bancaire. Et puis on a continué un peu dans cette veine, puisque aujourd'hui, avec les quelques milliers de clients qu'on a, et surtout les prospects ou les potentiels clients qui nous contactent, on collecte tous les feedbacks, toutes les bonnes idées. On utilise un outil qui s'appelle Product Board, dans lequel on log à peu près tout ce qu'on nous dit, et ensuite on priorise tout ce qu'on nous a dit pour... alors c'est un peu plus compliqué que ça, mais en tout cas on tient compte vraiment de manière très forte du feedback qu'on a et des retours des clients pour décider quelle fonctionnalité on va lancer ensuite, quel changement on va faire sur l'outil, etc. Et une fois que la fonctionnalité qui a été demandée sort, on envoie un email à tous les gens qui l'avaient demandé en disant cher monsieur A, cher madame B, vous aviez exprimé un besoin de cette fonctionnalité, bonne nouvelle, c'est maintenant disponible, etc. Et les gens sont évidemment hyper étonnés de recevoir un email. Ils sont doublement étonnés parce que déjà il y a marqué leur prénom, donc ils sont contents. Ensuite on les tient au courant suite à leur demande. Et puis en plus ils sont étonnés parce que très rapidement ils demandent une fonctionnalité et je sais pas, 2-3 mois plus tard elle est là. Alors que évidemment ils sont habitués avec leur banque traditionnelle à envoyer une question et à jamais avoir de réponse. Et donc c'est un peu le jour et la nuit, quoi. Et donc ce qu'on met en place, c'est des boucles on va dire de feedback entière où le client, le prospect nous parle de quelque chose, on voit en interne comment résoudre ce problème, on le résout et on communique au client qu'on a résolu son problème, ou en tout cas qu'on pense l'avoir résolu, et ensuite on lui demande aussi de nous donner son avis pour savoir si ça a bien résolu son problème ou pas. Et toute cette boucle, elle est à la fois très importante, elle est au cœur de ce qu'on fait, et en plus elle est évidemment très utile en termes commerciaux, même si c'est pas la première raison pour laquelle on le fait, mais parce que les clients sont hyper étonnés de ce retour très rapide qu'ils ont, quoi. Alors, peut-être avant de parler de Stripe, c'est intéressant parce qu'en fait, cette boucle entre les feedbacks clients et la conception de produit, elle est un peu présente dans toutes les startups, dans toute la tech. Et je pense qu'en fait, elle est particulièrement difficile à appliquer en fintech pour une raison principale, c'est que la fintech et la finance, c'est assez compliqué. Il y a plein de régulations, il y a plein de normes, il y a plein d'intermédiaires avec des acronymes pas possibles.
Et donc en fait, la tentation de partir des contraintes existantes plutôt que des besoins clients est assez forte en FinTech. Et donc c'est pour ça que c'est important en FinTech de toujours avoir cette obsession client et toujours se dire non, attends, malgré toutes les contraintes et le fait que ces produits, ça a l'air d'être impossible à lancer, je vais partir du besoin et je vais travailler à rebours avec mes partenaires bancaires, avec le cadre réglementaire pour essayer de satisfaire ce besoin. Chez Stripe, pour vous donner une illustration, en fait, Stripe, on n'a pas inventé le paiement en ligne. Le paiement en ligne, ça existe depuis presque 20-25 ans maintenant. C'est Amazon, eBay qui l'ont inventé. Mais en fait, jusqu'à il n'y a pas longtemps, accepter les paiements en ligne pour un marchand, c'était vraiment pas évident. Il fallait aller voir sa banque, ça demandait des semaines pour remplir des dossiers, avoir un contrat VAD, aller souscrire un contrat avec un prestataire technique. Ce que Stripe a fait, en fait, c'est que l'un des principaux avantages de Stripe, c'est que ça a permis, en fait, en quelques minutes, donc d'accepter les paiements en ligne entièrement via un formulaire en ligne. Et derrière donc ce besoin client qu'on avait, c'est-à-dire les entrepreneurs qui voulaient se lancer rapidement et pas attendre quelques semaines, en fait, il y a eu énormément, presque 2 ans de travail pour convaincre nos partenaires bancaires que c'est ce qu'on voulait faire, de l'onboarding instantané et mettre en place l'infrastructure technique pour le supporter. Et pour donner peut-être quelques exemples encore plus concrets de comment est-ce qu'on fait pour garder un peu cette culture d'obsession du client, le premier qui est marrant, c'est tous les premiers employés, enfin tous les employés qui commencent chez Stripe, quelle que soit leur fonction, que ce soit des ingénieurs, des développeurs, des RH, des financiers, ils passent une semaine à faire du support client. Donc une semaine à faire du ticket, et quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. Donc moi, ça fait 3 ans que je suis chez Stripe, j'ai commencé en même temps que notre CEO, qui s'appelle Claire Hugh Johnson, qui était quelqu'un qui était VP chez Google, etc. Elle a passé une semaine avec moi à faire des tickets clients, juste pour comprendre en gros leurs besoins, les frustrations qu'ils avaient et juste qui étaient ces clients. Un deuxième exemple, c'est quand on a lancé Stripe, pour nos 10 premiers clients, à chaque fois que sur notre produit, il y avait une erreur qui était visible pour le client, un mail était envoyé à l'intégralité de la boîte. Et si dans l'heure qui suivait, personne n'avait dit « Ok, je vais m'occuper de ce bug », en fait, il y avait un système de paging qui commençait à appeler un par un les employés pour que ce bug soit corrigé. Donc évidemment, ce n'est pas scalable. Maintenant qu'on a des centaines de milliers de clients, on serait juste pingé tout le temps. Mais je pense que voilà, c'est ce qui a permis d'insuffler au départ vraiment cette culture. Là, je vais peut-être, en passant en 3e position, mécaniquement, je vais dire un petit peu la même chose, mais confirmer vraiment. Donc, clairement, le client, c'est même pas une obsession. C'est-à-dire que, ouais, c'est une obsession. Je pense que c'est les mots qu'on a dit. Il y a beaucoup de touchpoints, mais clairement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on part du client. Aujourd'hui, nous, ce qu'on dit en interne tous les jours, c'est qu'on crée la banque qu'on aimerait avoir parce qu'on est client de cette banque. Hein. Donc, tous les jours, on se pose la question quand on définit un email, un bouton, une fonction. Vraiment tout ce qu'on peut définir dans le process utilisateur, on se pose la question, nous, en tant qu'utilisateur, qu'est-ce qu'on aimerait recevoir? Est-ce qu'on aimerait qu'on s'adresse à nous de telle ou telle façon? Est-ce qu'on aimerait recevoir des emails de telle ou telle façon? Est-ce qu'on aimerait que le bouton il soit gros, petit, visible, pas visible? Est-ce qu'on aimerait avoir des notifications en permanence? Vraiment, toutes ces questions, à tous les touchpoints, on se pose vraiment la question. Après, il y a aussi, je pense que ça aussi, c'est ce qu'on disait, hein, tout cet effet de boucle, où on passe énormément de temps non seulement donc, à faire envoyer des questionnaires à nos clients, et je pense qu'il y a un truc qui est génial, c'est que les clients aiment bien parler, donc ils nous répondent assez souvent. Enfin même on a un taux de réponse qui est assez exceptionnel. On passe beaucoup de temps à regarder sur les réseaux sociaux, parce que je peux vous assurer que vous avez de la faute d'orthographe au bug. Il y a un problème dans les 10 minutes sur les réseaux sociaux, sur Twitter ou sur Facebook, vous le savez. Hein, donc, et en général, les gens aiment bien le partager aux autres. Donc vous avez un super incentive, non seulement pour avoir un feedback, mais pour résoudre des bugs. Donc ça, c'est clair aussi. Et c'est marrant, sur l'initiative de commencer au service client, ça c'est quelque chose que j'ai lancé, ça va commencer le 2 janvier. Donc j'ai un de mes juniors qui commence. Il va commencer d'abord 2 semaines au service client avant même de commencer son vrai job. Donc l'idée, c'est vraiment aussi comment est-ce qu'on insuffle dans toutes les personnes qui ne sont pas nécessairement directement en contact avec les clients, c'est vraiment cette volonté, cette compréhension du fait que le client, c'est le roi, mais c'est vraiment ce qu'on fait. Hein. Nous, même moi, quand je définis mon job en anglais, c'est Customer Advocate. C'est-à-dire vraiment, je suis là pour répondre aux attentes des clients. C'est comme ça que je définis mon job. Moi, c'est un petit peu différent, mais je suis curieuse, là, qui a envie de monter une FinTech bientôt dans l'audience? Pas très nombreux, ok. Oui, moi je voudrais rebondir sur ce que disait Olivier, ce qui est assez intéressant dans la façon dont on design le produit, ce que j'ai vu avec beaucoup d'entrepreneurs qui sont passés donner des cours chez WakeUp, c'est cette conception du produit, elle est primordiale, et surtout en FinTech, en fait, il faut énormément
jouer autour de la réglementation parce que c'est crucial. Donc il y a un KYC donc, pour connaître son client. Et donc dans la manière dont on design sa prochaine app, dans la manière dont on conçoit son premier produit, il faut énormément tester. Et donc c'est ça qui est assez intéressant avec la FinTech, c'est qu'effectivement il y a beaucoup de contraintes réglementaires. Et donc tout le challenge, c'est d'arriver à donner une belle expérience en étant hyper proche des clients. Et voilà. Sur vos clients, d'ailleurs, j'ai justement une question. Vous avez des clients en fait, que vous ciblez qui sont en fait très proches de vous. Alexandre, tu parlais du fait que c'était des entrepreneurs, donc tu as été entrepreneur. Dans le cas de N26, on a plutôt une cible urbaine. Stripe, c'est aussi à destination des entrepreneurs. Je pense que Wake Up, je ne sais pas dans quelle mesure les personnes qui sont dans les fintech adressent que des cibles qu'ils connaissent. Est-ce que pour vous, c'est un biais dangereux, c'est-à-dire en fait de ne faire un produit que pour ses semblables, ou au contraire, est-ce que c'est plutôt un actif sur lequel on capitalise pour justement mieux répondre aux attentes? Nous, on fait un produit qui est pour les petites entreprises. Il se trouve que au début, les petites entreprises, c'est celles qui sont proches de nous parce que voilà, on n'a pas de moyens de faire du marketing sur TF1 tout de suite. Donc au début, voilà, c'est les gens qui sont dans le même immeuble, dans la même rue, etc. Donc c'est par définition, c'est autour de nous. Mais nous, là, parmi les quelques milliers de premiers clients qu'on a, on a heureusement, j'allais dire, beaucoup de gens qui sont pas forcément des start-upers parisiens dans le sentier, quoi. On a des journalistes, des architectes, des designers, des chauffeurs VTC, etc. Et donc c'est pas forcément des entrepreneurs du sentier, quoi. Et je pense que, sans préempter ce que vont dire les autres, mais je pense que c'est pareil pour les autres. Ils commencent avec peut-être un peu des gens qui sont un peu early adopters et qui du coup nous ressemblent entre guillemets. Et puis ensuite, ça se généralise à la population. Donc, population soit d'individus, soit de sociétés. Ça dépend des business. Clairement, entièrement d'accord avec ça. Je pense que ce qu'il faut bien distinguer, c'est la notion de cible et la notion finalement d'early adopters. Parce que nous, chez nous, mécaniquement, les gens qui ont entendu parler d'N26, parce que on ne fait pas encore de pub à la télé, on n'a pas encore une visibilité telle que peut l'avoir une banque traditionnelle. C'est forcément les gens qui s'intéressent un petit peu à la tech ou à la finance, qui connaissent un petit peu. Puis après, l'avantage, c'est que le bouche à oreille marche plutôt pas mal. Et puis, c'est les efforts qu'on fait pour qu'on parle de nous. Mais donc, il y a vraiment, en fait, il y a un rythme d'adoption qui n'est pas le même. C'est-à-dire que vous avez les early adopters qui adorent les nouveautés, donc qui vont essayer. Je pense que le meilleur exemple que j'ai vraiment qui est très similaire, c'est WhatsApp. WhatsApp, il y a, je sais pas, 5 ans, tous les gens ici peut-être s'en servaient, mais par contre, vos parents, ils s'en servaient pas. Aujourd'hui, quasiment la totalité des gens ici s'en servent. Donc, c'est juste le rythme d'adoption qui n'est pas le même parce que, les gens ils sont pas au courant, donc il faut déjà qu'ils en entendent parler. Et deux, je pense que typiquement dans un cas comme N26, c'est aussi qu'il y a la capacité d'appréhension du digital. Mais à part ça, il n'y a pas de raison. Nous, quand on fait quand on développe nos produits ou nos fonctionnalités, on se pose la question comment est-ce que n'importe qui est capable de l'utiliser, pas comme si c'était quelqu'un qui bossait dans la banque qui savait ce que c'était. Au contraire, vraiment le best case scénario, c'est comment, je ne sais pas, sans faire de préjugés, mais quelqu'un qui a 70 ans, qui habite à la campagne, serait capable de s'en servir. Mais pas dans le préjugé, mais vraiment, il faut que ça touche tout le monde. Il n'y a pas de raison que quelqu'un ne soit pas capable de s'en servir. C'est comme ça qu'on développe nos produits. Je pense que c'est une force énorme en fait d'être son propre client. Donc Stripe, à l'origine, Stripe c'était essentiellement centré sur les startups et les développeurs. Et quand je regarde les premiers peut-être 100 employés de Stripe, il y avait peut-être 90% d'anciens entrepreneurs ou de développeurs. C'est pas compliqué. Si on veut partir des besoins clients, il y a deux moyens. Soit on est soi-même le client, donc on connaît déjà un peu le besoin. Soit on passe énormément de temps à observer le client et à le comprendre par cœur. C'est pas impossible de l'observer d'un point de vue extérieur, mais c'est plus simple quand on est soi-même client. Et peut-être un truc intéressant, c'est sur la partie B2B. Ce qui est génial avec la B2B, c'est qu'en principe, un business, il connaît bien ses besoins. Donc quand on l'interviewe, en fait, il est capable de dire j'ai besoin de telle feature et de se dire ok, si je la construis, il va vraiment l'utiliser. Ce qui n'est pas toujours le cas pour les business consumer, donc c'est toujours un peu plus simple. Et donc voilà, donc important est son propre client pour la phase de lancement. Forcément, à partir du moment où on devient plus mainstream, ça s'éloigne de notre clientèle initiale. Et donc là, il faut commencer à mettre en place, à formaliser vraiment des processus de recherche, de design ultra précis
pour observer les besoins de ces nouvelles clientèles et pas être trop anthropocentré et rester coincé sur ces early adopters. Oui, je sais pas ce que je peux ajouter, mais oui, moi je suis assez d'accord aussi, c'est assez fort d'être son propre client. Nous, on construit des produits énormément liés au développement personnel. Donc moi, ça me touche énormément. J'ai eu du mal à changer de carrière. J'ai mis 2 ans pour changer de job. Et donc, du coup, je m'identifie énormément. On a lancé un test de personnalité qui s'appelle Boussole, qu'on a fait passer à plus de 4500 clients en 3 semaines. Et on a eu des retours assez incroyables de personnes qui nous disaient bah voilà, je trouve pas ma place ou j'ai du mal à trouver quelles sont mes forces et merci de nous éclairer là-dessus. Donc on s'identifie énormément au retour et au feedback et au contraire, on est toujours... pour le coup, ça n'a pas grand-chose à voir avec la FinTech, mais on est toujours hyper à l'écoute de ces retours-là parce que ça nous permet d'améliorer le produit tout simplement. Et donc la question corollaire aussi de ça, c'est justement quelle est votre stratégie de go-to-market. Ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez vraiment un panel avec différents stades de développement de société. Donc peut-être certains d'entre vous qui ont passé, c'est certains qui ont passé le break-even sur vos clients. Peut-être pour d'autres, c'est pas le cas. Et donc quel est ce chemin, cette aventure et quelle est la stratégie de croissance et comment vous voyez la suite pour chacune de vos entreprises? Je vais commencer cette fois-ci. Donc nous, Stripe, on s'est lancé vraiment pour les startups et les développeurs au départ. C'était il y a 6 ans. Ça a plutôt bien marché. Maintenant, on estime que, par exemple, sur un marché comme la France, il y a environ 2/3 des startups qui se créent aujourd'hui qui passent par Stripe pour accepter les paiements. Donc ça, on commence à l'avoir un petit peu saturé. Donc peu à peu, alors il y a 2 choses intéressantes. La première, c'est ce qui est génial avec avoir comme client des startups, c'est que des startups, ça croît super vite. Donc c'est un coût d'acquisition assez bas. C'est-à-dire qu'une personne qui va choisir un produit de paiement dans une startup, en fait, ils vont regarder le produit, ils vont regarder la doc, ils ne vont pas vouloir passer des heures au téléphone. Donc, coût d'acquisition assez bas. Et derrière, potentiellement, ça peut devenir une boîte énorme. Et maintenant, avec le recul, on a pas mal d'exemples d'entrepreneurs qui sont inscrits concrètement avec des adresses Gmail parce qu'ils n'avaient pas encore de nom de domaine et qui aujourd'hui font littéralement des milliards d'euros de chiffre d'affaires sur Stripe. Donc voilà, si votre business model est adossé aux revenus de vos clients, ça, c'est assez canon. Donc ça, c'est la première tendance géniale, c'est de miser sur les startups, c'est des super clients. Et deuxième tendance qui est excellente pour nous, c'est qu'il y a de plus en plus d'entreprises traditionnelles qui se digitalisent et qui veulent vraiment le faire. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'elles sont en train de louper un tournant et que si elles ne réagissent pas maintenant, dans 5-10 ans, elles sont out. Et donc, elles vont voir les startups, elles vont leur demander quels outils vous utilisez, qu'est-ce qui fait justement que vous arrivez à shipper des meilleurs produits plus rapidement. Et donc, nous, on commence à bosser pas mal avec elles. En termes de conseils plus concrets, je pense j'en verrai 2. Le premier, c'est que la finance et le paiement, et ça, je ne le savais pas et je ne me rendais pas compte avant de commencer, c'est vachement culturel. On paye et on gère sa banque, sa monnaie de manière vachement différente d'un pays à un autre. Donc, dès que vous commencez à avoir bien contrôlé votre marché et que vous voulez partir à l'étranger, le plus rapidement possible, recruter des équipes localisées qui vont avoir ce feeling et qui vont vous aider à développer des produits qui seront beaucoup plus intéressants et à les vendre mieux donc à vos clients. Et le deuxième type, c'est peut-être sur la vente en B2B. C'est marrant, quand on est une startup, on veut tout réinventer. On veut réinventer le management, le produit, on veut tout réinventer. Et il y a un truc, avec le recul, qu'il ne faut pas trop réinventer, c'est la vente B2B en fait. C'est-à-dire que les acheteurs B2B, en fait, ils sont vachement habitués à avoir les mêmes processus de vente, à avoir des personnes avec les mêmes titres en face. Donc rentrer un peu dans leur cadre, ça permet beaucoup plus facilement donc, de les rassurer, de leur prouver qu'il y a bien une validité. Donc voilà, ça serait mon conseil pour les fintech qui commencent à scaler vers des clients un peu plus gros. Oui, c'est exactement ça. La fintech, c'est très cash consuming, donc c'est très fréquent de voir des boîtes dans la fintech qui lèvent plusieurs dizaines de millions d'euros pour justement accélérer cette croissance. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'était le discours de Doug Lebray qui a fondé Compte Nickel, et en fait, que vous devez tous probablement connaître ici, qui s'est revendu à BNP. En fait, lui, il disait le constat qu'il faisait dans les fintechs, c'était qu'il y avait finalement des super produits, une super techno derrière, mais qu'il n'y avait pas assez de clients. Et en fait, la raison pour ça, c'était qu'il fallait aller au-delà du
pur produit et il fallait trouver un sujet sociétal. Et c'est lui ce qu'il a fait avec l'inclusion bancaire, avec l'inclusion financière. Et donc, il a réussi à trouver des ambassadeurs qui se sont fait relais en plus d'un réseau de distribution du compte Nickel. Mais au-delà de ça, il y avait vraiment ce côté marketing ultra travaillé. Et c'est ce qui lui a permis de décoller. Moi, je m'en suis beaucoup inspirée. Je pense que c'est assez fort et il a réussi une belle opération. Donc, dans le monde de la finance, notamment avec peut-être un peu le complexe que les Français ont avec l'argent, c'est toujours bien d'amener un petit côté soft power sur ça. Pour rebondir, je pense que en tout cas nous à notre stade de développement, parce que c'est là aussi assez intéressant où il y a plusieurs stades de développement, nous il y a une vraie dualité si vous voulez entre la communication pure, c'est-à-dire faire parler de nous, que les clients entendent parler de nous, et avoir le meilleur produit. Parce que vous pouvez avoir le meilleur produit, si les gens n'entendent pas parler, ça ne marche pas. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Enfin, vous avez le cas contraire aussi, où vous avez des gens qui communiquent beaucoup, mais ils n'ont pas le meilleur produit. Donc vraiment, c'est créer ce cercle vertueux où vous optimisez, vous améliorez votre produit. Enfin, le fait de lancer le crédit, et on a lancé on continue toutes les semaines à améliorer N26. C'est comment est-ce qu'on améliore vraiment de façon itérative, systématiquement le produit. Et comment on arrive à chaque fois, et c'est là par exemple où Compte Nickel a vraiment été très bon, c'est arriver à toucher d'autres populations que les premières populations qui auraient entendu parler de vous. Je pense que ça va être le cas même de Conto, où pour le moment c'est encore les gens de votre immeuble, puis un peu plus loin. Donc il y a vraiment comment est-ce qu'on arrive à atteindre des personnes qui ne sont pas à Paris, qui ne sont pas dans l'écosystème, soit de la finance, soit de la tech, soit des entrepreneurs. Donc comment est-ce qu'on arrive à communiquer là-dessus? Donc la partie RP c'est plutôt pas mal, les meet-up ou les événements comme ça marche aussi. Et c'est vraiment systématiquement cette dualité, ce cercle vertueux, plus vous avez un meilleur produit, et même dans notre cas le bouche à oreille marche vraiment bien, et plus vous avez de la communication et plus ça va marcher, parce que les gens ils vont aller sur internet, ils vont regarder ok c'est quoi la meilleure banque en ligne, et bah boum ils vont tomber sur un 26, on va dire c'est génial, ok je vais y aller. Mais d'un côté, il y a le meilleur produit, et de l'autre côté, il y a l'étincelle qui a fait qu'ils en ont entendu parler aussi. Donc c'est vraiment un cercle vertueux qu'il faut garder comme un cercle vertueux, parce que sinon ça peut aussi marcher dans l'autre sens. Ouais, évidemment, quand on passe d'année, c'est plus compliqué. Non, effectivement, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Nous, on est évidemment à un stade de développement un peu plus, j'allais dire, on a un peu moins d'avance que tout ce qui a été dit là. Nous, on a aujourd'hui aussi des questions qui sont importantes de priorisation de fonctionnalités et voilà, on peut pas tout faire, à la fois parce qu'on est entre guillemets que 50, même si c'est déjà une belle équipe, et aussi parce que même si on a levé pas mal d'argent, parce qu'on a levé 12 millions, comme le disait Anaïs, dans le monde de la fintech, c'est très peu, enfin en tout cas c'est pas beaucoup, et donc on peut pas tout faire, quoi. Et donc typiquement, on va pas aller, en tout cas demain matin, dans 10 pays, on va pas sortir 50 fonctionnalités, etc., etc. Donc on va plutôt choisir, en l'occurrence pour encore quelques mois, que la France. Et sur les fonctionnalités, on va les prioriser, et puis on va essayer de trouver les 5 les plus intéressantes qu'on va faire tout de suite, et puis les autres, elles attendront, quoi. Et donc je pense que ce qui est toujours difficile, c'est que après, peut-être en prenant un verre, quelqu'un va me dire moi ce qui me manque dans Conto c'est absolument ça, et puis demain il y a quelqu'un d'autre qui va me dire quelque chose de différent, etc., etc. Et donc ce qui est compliqué, c'est vraiment l'arbitrage de toute cette roadmap produit, et de prendre des choix quelquefois un peu difficiles, mais voilà, qui permettent d'avancer, parce que qui trop embrasse mal les trains, quoi. Donc voilà. Je pense que ça c'est un point nous on en est entre guillemets encore là, de se dire qu'il y a énormément de choses à faire, et que si on pouvait on ferait tout, mais comme on peut pas, il faut bien choisir ce qu'on fait, quoi, et bien le faire. Une chose que je trouvais vachement intéressante dans ce que tu disais, Anaïs, sur cette composante sociétale qui peut être aussi un vecteur d'acquisition de clients. Moi je le ferai en parallèle, donc c'est pas forcément un vecteur sociétal, mais en plus un côté, par exemple sur N26 avec la carte un peu plus premium qui est associée à une offre WeWork, ou par exemple à Stripe, et je pense que ça s'applique aussi à Conto. Il y a un peu le côté, aujourd'hui la fintech c'est cool, il y a un côté produit lifestyle, en tout cas pour une carte N26. Je pense que pour Stripe il y a un peu ça, hein. Moi sur mon ordinateur qui est là, on ne voit pas, mais il y a un autocollant Stripe au dos. Et en fait, je trouve que c'est super cool comme produit. Enfin, c'est chouette de dire qu'on utilise ça, et il y a un côté un peu de distinction. Donc,
Avant, en fait, on disait pas j'ai un ordinateur, j'ai un Mac. Dans quelle mesure le côté lifestyle de la fintech ou le côté cool, c'est aussi un vecteur d'acquisition de clients? Voilà, c'est un peu une question. On a un client qui a tweeté avant-hier, j'ai ouvert un Conto, c'est incroyable. Et donc c'était évidemment un moment assez marrant parce que évidemment Conto, on avait choisi le nom qui était proche de compte. Mais du coup maintenant, si les gens commencent à dire on a ouvert un Conto, c'est un peu un petit signe que voilà, on commence c'est un peu pour répondre à ta question. En fait, il y a un mouvement qui est plus large que la fintech, c'est qu'il y a une sorte de consumérisation surtout des produits B2B. C'est qu'en fait, jusqu'à il y a encore 5-10 ans, les gens, entreprises, étaient habitués à utiliser des outils pourris. Quand on regardait le gap entre un iPod, un iPhone, un Mac et ce que les gens utilisaient concrètement au quotidien en entreprise, c'était incroyable. Alors qu'en fait, c'est la même personne. Le jour, elle bosse et la nuit, elle est sur son iPhone, mais c'est la même personne avec les mêmes besoins. Et donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de boîtes, donc je pense Stripe fait partie, mais comme aussi par exemple Slack ou d'autres, qui en fait prennent les codes du B2C et les appliquent au B2B. Donc avec des produits qui sont bien léchés, avec un service client qui est top, avec un marketing qui va avec. Et c'est ce qui fait, je pense, qu'on arrive à construire des marques dans des domaines qui n'étaient pas forcément sexy avant. Je vous aurais dit paiement B2B avant, je ne pense pas que c'était le truc le plus cool du monde. Mais en fait, il y avait un gap tellement important que quand on arrive à faire un produit qui est fondamentalement 10 fois meilleur que ce qui existait, bah, les gens adorent, quoi. Je suis entièrement d'accord. L'avantage, c'est que le monde de la banque, de manière générale, a très peu évolué depuis peut-être 20 ans, 25 ans. Rien que la couleur ou le design de votre carte bleue veut tout dire. Je pense qu'il est aussi moche que dans les années 80. Donc, oui, mais l'avantage, c'est de jouer là-dessus. C'est-à-dire que vous avez des gens qui n'ont pas bougé, bah, ok, on va faire les choses différemment. Et là-dessus, ça serait une erreur de ne pas le faire. C'est-à-dire que quand vous voulez réinventer un banque, bah, vous réinventez même les codes, le design, vous faites quelque chose qui est plaisant, parce que quand je vous dis que nous, c'est vraiment, on fait la banque qu'on aimerait avoir, bah, c'est la banque qu'on aimerait avoir. C'est sympa d'avoir un écureuil ou whatever sur sa carte, mais c'est pas sexy. Ça ne vaut pas du glamour, on n'a pas envie de s'en servir, on voit pas ça comme un service, mais plus vraiment comme une tannée. Donc, non, mais faut être très clair aussi là-dessus. Donc, je pense qu'on va pas se mentir entre nous aussi. C'est l'avantage aussi un peu de communiquer là-dessus. Ça serait une erreur vraiment même stratégique de ne pas le faire. C'est-à-dire que vous avez des gens qui n'ont pas bougé depuis 20 ans et se dire faire la même chose que les autres et se mettre au milieu des autres, déjà vous ne pouvez pas vous distinguer et en plus vous passez pour un naze. Donc aucun intérêt. Il y a une fonctionnalité que nos clients adorent, c'est vraiment très terre à terre, mais c'est vrai, c'est qu'on a un historique de transactions illimité. Et ils nous disent c'est incroyable, je peux retrouver une transaction d'il y a 6 mois. On a dit bah oui, alors en l'occurrence 6 mois c'est le moment où on a commencé, donc c'est les tout premiers clients. mais ce que je veux dire c'est que l'historique il est effectivement illimité et ils disent ah c'est incroyable, c'est comme dans Gmail, il y a une barre de recherche, je peux tout rechercher. On a dit bah oui, enfin non, et ça typiquement franchement on n'a pas passé des nuits à savoir ce qu'on allait faire. Enfin, on s'est dit ok tout le monde utilise Gmail c'est très bien, on va faire Gmail pour les transactions bancaires quoi. Je caricature un peu, mais et donc c'est ce qu'on a fait. Et tout le monde nous dit c'est vraiment génial ce que vous avez fait. Il y a un historique illimité, c'est très clair. On dit ouais, mais c'est juste que votre banque est pourrie, quoi. Mais en fait, non, on n'a rien fait de génial, quoi. Oui, moi j'adore vos discours. Je suis du côté des optimistes. Après, l'an dernier, avec France FinTech, on avait fait une étude. Et en fait, les Français soit ne connaissaient pas le mot FinTech, soit le confondaient avec le mot fitness. Donc, donc de savoir si, si le côté cool de la FinTech va arriver à faire une grande vague de déferlement sur l'ensemble de la France. J'y crois, parce qu'effectivement, il y a plein de choses qui sont réinventées. Mais encore une fois, la FinTech, c'est très large aussi. Là, on parle effectivement d'ouverture de compte, de paiement en ligne. Mais il y a récemment Deloitte qui a sorti une étude il y a quelques jours sur, je crois, 53% des Français ne connaissent pas les services d'épargne digitale, donc tout ce qui va être robo-advisory. Donc, encore une fois, il y a beaucoup d'évangélisation sur ce marché. C'est pour ça qu'il y a des partenariats avec des acteurs historiques. C'est pour ça que les CEO sillonnent la France jusqu'en Corrèze pour aller prêcher aux TPE-PME les autres solutions de financement, parce que les Français sont quand même attachés à un monopole bancaire. On en parle beaucoup. Voilà, donc il y a du chemin à faire et c'est pour ça qu'on est là. Et justement, et donc pour changer en fait le sujet, aller plus dans
dans la fintech à proprement parler, et puis peut-être comment vous percevez le secteur. On parle beaucoup de plateformification. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant du principe, en fait, c'est de dire qu'on va avoir une fintech qui va évoluer vers d'un côté des produits de niche qui vont adresser des besoins très précis, et de l'autre des plateformes qui vont se concentrer sur l'expérience utilisateur et sur lequel il va y avoir en fait cette plateforme avec plein de petites briques et qui vont permettre d'utiliser en fait un peu toutes ces fonctionnalités qui peuvent être faites par d'autres entreprises. Donc bon, a priori, vu que là on a un peu deux plateformes qui utilisent des briques et puis une brique en tant que telle qui est Stripe, je ne vais pas vous demander si vous croyez à ce modèle-là, mais plus la question de comment vous pensez cette ouverture et cette interconnexion dans vos outils et comment vous envisagez ce développement. Et après derrière aussi, là on a parlé de plateformes qui étaient des fintech et de briques qui étaient des fintech, et donc c'est quoi la place des banques dans ça? En deux mots, nous on a depuis le début on a prévu évidemment une architecture ouverte avec des API et la possibilité de connecter à Conto d'autres startups, d'autres services, qui soient purement fintech ou qui soient des services plus business, de comptabilité, de gestion de bulletins de salaire, etc. Enfin tout ce qui tourne autour du compte courant pour une petite entreprise. Et évidemment, ça c'est une grande différence avec ce que font les banques, parce que les banques, elles sont une architecture fermée, et chaque banque, elle travaille avec ses propres produits en interne, mais elle fait pas ou quasiment pas de partenariat avec d'autres services, quoi. Donc c'est à la fois, j'allais dire, parce qu'on a conçu le service comme ça, et aussi parce que de manière objective, on va pas, j'allais dire réaliste, on va pas en un an refaire tout seul tous les produits financiers qui existent. Et donc, si on veut faire, on n'a encore rien annoncé, mais bref, on va probablement faire des partenariats dans les prochains mois avec des acteurs du prêt, de la facturage, etc., etc. A priori, il n'y en a pas 50 000, donc quand on dit ça, on voit à peu près de qui on parle. Voilà, et l'idée, c'est pas forcément de tout refaire nous-mêmes, mais c'est de dire, voilà, il y a des gens qui font leur métier très bien. Nous, on va juste, au final, et on revient un peu à la discussion sur l'expérience client, l'expérience utilisateur. Nous, ce qu'on veut, c'est que le client, il ait la meilleure expérience possible. Et si la meilleure expérience, c'est de nous associer avec quelqu'un qui fait très bien son boulot et de l'intégrer, d'avoir une plateforme qui intègre ça bien, on va le faire. Si en revanche, on trouve qu'il n'y a personne qui fait l'activité en question bien, on aura plutôt tendance à le dire, on essaie de le faire nous-mêmes, quoi. Exactement la même chose, hein. Clairement, N26 plateforme, donc on a cette vision où d'abord on part du client, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc quelles sont les attentes du client? Typiquement quand on lance le crédit, c'est parce que c'était une demande du client. Après la question c'est est-ce qu'on le fait nous-mêmes ou est-ce qu'on le fait avec un partenaire? Donc l'avantage d'être une plateforme, c'est qu'on est capable de faire avec un partenaire. Nous, on a un avantage en plus, c'est qu'on est une banque. Donc typiquement, quand on fait du crédit, en Allemagne, on est capable de faire du crédit nous-mêmes et avec un partenaire, parce que sur certaines spécificités, c'est plus pratique, ou on sait qu'il y a un partenaire qui fait mieux les choses que nous. Donc on a vraiment cette dualité où on peut simplifier les choses. C'est-à-dire que oui, on peut refaire les choses nous-mêmes, c'est juste qu'on va prendre 6 mois de plus, on va faire quelque chose qui soit moins bien que la compétition, et au final, on va pas bien servir nos clients. Donc c'est vraiment, on part du client, comment est-ce qu'on peut apporter les meilleures briques au client. Donc clairement là-dessus, la plateforme, c'est ce qu'il y a de mieux. Je pense que mon voisin nous dira qu'il fait mieux que nous que si nous on le faisait nous-mêmes. Je pense qu'une dernière chose peut-être, c'est peut-être la collaboration avec les banques, hein. La problématique quand on est une plateforme, après, c'est qu'on a une banque sous-jacente, c'est que si vous faites un partenaire, vous ne faites pas un partenariat à 2, mais à 3. Enfin, je pense que c'est les complexités que tu as un petit peu, où derrière, il y a quand même une banque à qui il faut traiter en termes de process, de réglementation et autres. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous, on a décidé d'avoir notre propre licence bancaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait un partenariat, déjà c'est beaucoup plus rapide, hein. Tout le monde est sur 3 étages, donc on peut discuter très rapidement dans les process de décision. On n'a pas besoin d'organiser des calls ou des choses avec des gens extérieurs. D'un point de vue industriel, on n'a pas besoin non plus de se plugger avec quelqu'un d'autre. Et en termes de valeur ajoutée, on récupère aussi beaucoup plus de marge. Donc ça aussi, c'est très utile. Et dans la vision d'une plateforme, c'est bien d'être une plateforme, mais il faut aussi réussir à agréger le maximum de valeur ajoutée. Donc ça aussi, c'est assez important à voir. Je ne sais plus qui disait, en rigolant, mais à moitié rigolant, que pendant la ruée vers l'or dans l'Ouest américain, ceux qui se sont fait le plus d'argent, c'est ceux qui vendaient des pelles. Et je pense que c'est un peu la même chose là. Il y a un vrai engouement pour la technologie, pour l'entrepreneuriat. Et il y a aussi une autre tendance de fond qui est une sorte de modularisation en fait, des infrastructures techniques en fait, des startups.
Concrètement, une startup qui veut réinventer la roue toute seule, c'est-à-dire tout faire, c'est-à-dire émettre elle-même ses cartes, accepter elle-même ses paiements sans passer par des banques, des partenaires ou des partenaires techniques comme Stripe, je lui souhaite bonne chance et je pense que d'ici 3-4 ans, elle n'aura toujours pas un premier client. Donc nous, clairement, Stripe, on s'est clairement lancé dans cette logique de construire des super pelles, donc des super plateformes donc avec des primitives qui permettent facilement d'accepter les paiements, de faire des virements et qui permettent donc aux entrepreneurs d'utiliser les outils absolument comme ils veulent, qu'ils aient un abonnement, qu'ils aient une place de marché ou autre, donc que ça marche pour eux. Et on est très content. Et on a de plus en plus, donc maintenant qu'on a une force de frappe assez importante, donc on a des centaines de milliers de commerçants, on a de plus en plus justement d'applications, pas encore comme Conto N26, mais qui pourraient être comme Conto N26, qui en fait se greffent à Stripe et permettent donc super facilement d'utiliser donc les données Stripe bien sécurisées. Sur la relation avec les banques, c'est marrant, quand on a des meetings avec les banques, souvent elles ont assez peur qu'on veuille les remplacer, mais je suis assez convaincu qu'on ne va pas les remplacer, qu'il y aura plutôt une spécialisation du travail. En fait, les banques, elles sont venues sur des produits un peu plus customer facing, un peu malgré elles, parce que les gens venaient les voir et leur demandaient comment est-ce que je fais pour accepter les paiements en ligne, mais je ne pense pas que c'était leur ambition de départ. Donc clairement, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il y a vraiment une séparation du travail, où nous, on est bon en code et en design, donc on va faire des super produits, des super interfaces, et les banques qui sont bonnes pour se connecter au réseau bancaire, au réseau financier où c'est sacrément compliqué, à respecter des normes réglementaires, elles vont se concentrer sur ça. Et donc je pense que c'est vraiment un jeu assez positif, au sens où on est sur un marché qui explose. Quand on regarde le paiement en ligne aujourd'hui, donc c'est environ, je crois, 5% des dépenses de consommation dans le monde qui sont faites en ligne. Nous, personnellement, Stripe, on pense que ça peut monter facilement à 20, 30, 40, 50%. Et donc dans ce scénario où en fait on multiplie par 10 la taille du gâteau, je pense qu'il y a clairement à manger pour tout le monde. Je te voyais dodeliner de la tête sur ce que disait Olivier. Et je pense que tu n'as peut-être pas forcément le même point de vue, parce que vous êtes une banque, donc a priori, vous êtes quand même en concurrence directe avec les autres. Ouais, c'est ça, ou c'est le seul truc où, parce que le problème en plus là, c'est qu'on est tous du même avis, donc c'est un peu chiant, donc il faut qu'on réussisse un peu à animer un peu le truc. On est une banque nous-mêmes, simplement ce qu'on voit, c'est qu'on est capable de faire les choses, je sais pas mieux, mais en tout cas beaucoup plus rapidement. Je pense qu'il y a quand même une difficulté d'agilité quand vous êtes une fintech et que vous travaillez avec une banque, parce que ça fait partie des accords du panorama. Vous avez cette difficulté, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous on est devenu une banque, c'est que on gagne en agilité. Hein. Donc c'est pour ça que oui, c'est un métier d'être une banque, d'être connecté au système, mais c'est pas pour ça que c'est pas impossible. Et justement aujourd'hui, il y a quand même pas mal de fintech qui nous on l'a fait, il y en a quelques-unes qui ont annoncé vraiment vouloir avoir une licence. C'est pas déraisonnable, hein. C'est que je pense qu'il y a vraiment les problèmes des banques aujourd'hui, c'est qu'elles ont leurs infrastructures qui datent des années 70, avec des process qui se sont empilés depuis les années 70, et même une façon de penser qui date des années 70. Aujourd'hui, vraiment, il y a, je ne vais pas dire un greenfield, mais il y a vraiment de la place pour de nouveaux acteurs, même dans la banque. Hein. Là, c'est clair et net. Contredis-moi, s'il te plaît. Non, mais malheureusement, je voulais contredire Olivier, mais du coup, je suis plutôt d'accord avec toi. Mais non, je pense que ça dépend évidemment de l'industrie ou de la production qu'a chaque société. Mais nous, clairement, on a des clients qui gardent un compte dans une banque traditionnelle pour diverses raisons, mais qui font tous leurs paiements courants et toute leur activité courante avec Conto. Et on a aussi des clients qui ferment leur compte bancaire dans une banque traditionnelle et qui viennent à 100% chez nous. Donc à partir de ce moment-là, on peut pas tellement dire que j'allais dire qu'on se dispute pas avec des banques et qu'il n'y a pas un marché quand même qu'on est en train de prendre aux banques, quoi. Nous, j'ai pas de chiffres très précis sur le sujet, mais je pense que la moitié de nos clients, ils ont un seul compte maintenant qui est chez nous, quoi. Et donc, par définition, si on n'avait pas été là, ils seraient en gros dans une banque traditionnelle, quoi. Donc voilà. Et je pense que c'est aussi, on a pas mal de clients d'ailleurs qui ferment leur compte dans une banque traditionnelle. Je ne sais pas si vous voyez la pub pour le loto, je fais une toute petite digression, où le gagnant dit au revoir président en venant dans une salle de réunion, etc. Et on a eu 2-3 emails comme ça où des gens nous forwardent des emails qu'ils ont envoyés à leur banquier pour dire qu'ils ont fermé leur compte. Et ils disent « Cher monsieur, ça fait 15 ans que je rêve de faire ça. Je veux fermer mon compte tout de suite. J'en peux plus de vous. Je viens d'ouvrir un compte chez Conto. » Non mais c'est vrai. Et donc voilà, il y a un peu ça quand même
qui se passe de temps en temps, qui est voilà, j'en peux plus, ça fait 15 ans que je suis insatisfait de ma banque professionnelle pour ma petite entreprise, j'ai enfin trouvé quelque chose de mieux et donc je ferme mon compte avec très grand plaisir, quoi. Il y a quand même de temps en temps un peu ça qui se passe, quoi. Donc là-dessus, en fait, je vais quand même faire un peu l'avocat du diable. Donc côté banque, la ligne de défense que beaucoup de banques ont, c'est de parler de fintégration, de dire bon, voilà, les fintechs c'est bien, mais je vois Jérémy hausser les yeux au ciel. Mais globalement, on va pas arriver. Enfin, les fintechs vont pas arriver à faire ce qu'on fait avec la masse qu'on a, à se conformer aux régulateurs. Il y a un sujet de quand j'ouvre mon compte chez Conto. Ouais, mais qu'est-ce qu'il arrive à mon argent si demain l'entreprise elle fait faillite? Donc en fait de dire, voilà, nous ça fait longtemps qu'on est là, on sait bien gérer le régulateur, donc vous allez avoir besoin de nous et donc on va vous intégrer. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Commence. Je pense que c'est assez faux. Je pense que globalement, le produit qui est offert ou le service qui est offert par les banques traditionnelles, il est moins bon que le produit qui est offert par ces nouveaux acteurs. Et c'est la seule raison pour laquelle les clients viennent chez nous. Donc franchement, les clients, ils viennent pas pour nous faire plaisir, ils viennent pas pour être, enfin voilà, ils viennent juste parce que le produit ou service, enfin l'ensemble est mieux, quoi. Alors mieux, est-ce que ça veut dire mieux, moins cher, plus simple, plus rapide? Enfin c'est un mix, mais en gros, il est mieux. Et donc les banques traditionnelles, elles agitent un peu elles essaient d'épouvantail en voulant quand même un peu faire peur aux clients, en disant attention, si vous allez chez N26, alors maintenant N26 en plus a le statut effectivement d'établissement de crédit, mais enfin de banque, mais disons que ce soit avant ou après leur statut, et puis maintenant par exemple avec des acteurs comme Conto, ils disent attention, si vous avez un compte chez Conto, vous savez pas ce qui se passe, etc. Si, on sait très bien ce qui se passe. Les fonds en l'occurrence, ils sont cantonnés, ils sont chez un compte chez Crédit Mutuel Arkea, qui est une banque au même titre que les autres grandes banques, on ne peut pas y toucher, si on fait faillite, il n'y a pas un euro qui est perdu, enfin franchement on sait très bien ce qui se passe, il n'y a aucun problème, mais donc il y a une espèce d'envie des grandes banques d'instiller le doute sur ces nouveaux acteurs et de dire attention, vous ne savez pas ce qu'ils vont faire de votre argent. En fait, il ne va rien se passer, tout va bien, mais c'est juste qu'on a un produit qui est mieux, qu'ils ne peuvent pas rattraper ce produit rapidement, et donc un des moyens qu'ils ont, c'est de faire un peu peur aux gens, quoi. Enfin, franchement, il faut le dire très clairement. Moi, je rebondis juste là-dessus, peut-être avec mon ancienne casquette de lobbyiste. Il vous a peut-être pas échappé, il y a une bataille un peu féroce là, qui s'est déroulée ces derniers mois entre les banques et les fintechs sur le sujet de la DSP2, donc il y a une directive européenne qui permet en fait l'accès à des tiers hors banque d'accéder aux données des clients. Et donc nous, on s'est battu pour que, le combat est toujours en cours, hein, mais pour que, en fait, sur le principe que la donnée appartient au client et surtout mettre un principe de neutralité technologique dans les lois au niveau français, puisque c'est une directive européenne qui va être traduite au niveau français. Et donc il y avait donc la Fédération des banques françaises, donc, qui était notre homologue, avec des positions assez agressives. Et donc il y a effectivement un peu un décalage, ce qui est en train de se passer au niveau de la communication entre d'un côté des annonces de partenariat, de rachat, de FinTech Love dans les banques et d'un autre côté la réalité qui est défense des intérêts quand même avec un repli un peu protectionniste et en même temps aussi la réalité opérationnelle puisque du coup moi j'accompagne des professionnels de la finance à changer de carrière pour du coup intégrer ce nouvel univers et la réalité elle est quand même bien autre. Malgré des annonces et un petit département innovation, il y a quand même les gens sont pas hyper épanouis et le moral n'est pas au beau fixe, quoi. On rajoute une couche. Oui, il faut se mettre à leur place, hein. D'abord, on va dire oui, c'est pas sûr, c'est des nouveaux, on sait pas ce qu'ils vont devenir. La réalité, c'est qu'on est une banque, donc déjà on respecte les mêmes critères, comme l'expliquait Alexandre. On est dans un environnement qui est ultra réglementé, donc il peut rien se passer de complètement fou. Tout est vraiment super carré. Après, quand on continue, et là c'est ce que tu nous disais, il y a une partie, tu l'as un petit peu abordé. Il y a ce qui se passe, c'est il y a beaucoup de startup washing en ce moment. Donc tout le monde monte son lab, tout le monde dit j'adore les startups, j'ai un incubateur, j'ai même vu, chez nous, hein, même des banques françaises venir nous voir en essayant de nous montrer leur amour. Hein, donc ça, c'est les effets d'annonce.
Après, dans la réalité, ça c'est ce que tu disais aussi, hein, c'est-à-dire que quand on parle de DSP2, clairement, bah, nous, de toute façon, on est du bon côté parce qu'on est une banque et une fintech, mais il y a vraiment cette dualité où on dit oui, on veut avancer avec la législation, mais quand même, il y a quand même pas mal d'acteurs traditionnels qui freinent des cas de fer, et même pour des problématiques technologiques. Et ça, je peux en parler, hein, parce que j'ai la moitié des labs des banques traditionnelles qui me demandent s'ils ne peuvent pas utiliser notre techno parce qu'ils n'y arrivent pas en interne. Donc, non, mais c'est des exemples concrets, hein, je peux vous montrer mon LinkedIn, c'est que ça. Donc là, on parle de choses concrètes où il faut se mettre à leur place. Hein. Vous avez des acteurs où ils se disent oula, il y a de nouveaux entrants qui arrivent avec un service qui est mieux, qui est moins cher, et eux, ils arrivent à gagner de l'argent. Donc qu'est-ce que je fais? Ils se retrouvent dans la situation des compagnies aériennes avec EasyJet qui arrivent avec un produit qui est mieux et moins cher. Là, qu'est-ce que vous faites? Vous coupez une jambe et vous baissez vos prix, ou vous améliorez les services? C'est ça où c'est un peu compliqué pour elles. Alors, c'est peut-être un truisme, mais la réglementation, c'est très, très, très important en fintech, en finance. On manipule l'argent des gens. Donc, quand on veut être une boîte financière sérieuse, que ce soit une fintech ou une banque, on est obligé de la respecter. Donc, je pense que l'argument, les fintechs dont vous n'entendez pas, ils font n'importe quoi, est pas fondé. Après, je pense pour peut-être prendre le contre-pied, enfin, je suis évidemment d'accord, mais pour prendre le contre-pied, c'est nous, la manière dont on perçoit les régulations, lorsque c'est des régulations bonnes, qui ont un bon équilibre entre sécurité des fonds et expérience utilisateur, c'est qu'en fait, c'est des super opportunités. Parce que quand tu as une réglementation, tu as une belle barrière à l'entrée, en fait. C'est-à-dire que c'est compliqué. Et donc, si tu arrives, en fait, à respecter cette régulation, à obtenir un agrément, à se connecter aux bons acteurs, en fait, il y a beaucoup moins de concurrence. Et donc, pour prendre l'exemple de la DSP2, il y a plein de choses dans la DSP2, mais l'un des aspects intéressants qu'on suit pas mal depuis quelques années, c'est la réglementation des places de marché. Jusqu'à présent, les places de marché pouvaient un peu, enfin non, s'il y avait déjà une règle, mais elle ne l'appliquait pas forcément, pouvaient en fait garder les fonds sur leur propre compte bancaire, les fonds qui n'étaient pas dédiés à elles, mais à leurs vendeurs, et faire un peu ce qu'elles voulaient derrière. Et là, non, la commission a dit, on arrête maintenant, on va protéger les fonds de vos vendeurs. Si vous êtes une appli de livraison de nourriture, et ben en fait, les fonds qui vont au restaurant, ils seront sur un compte qui est cantonné, et les fonds qui vont à la plateforme, ils seront cantonnés. Donc c'est un peu de complexité, ça demande évidemment de mettre en place un setup bancaire qui est plus compliqué, mais à la fin, si vous arrivez à le faire, de fait, les fonds seront plus sécurisés, et deux, ça vous fait une petite barre à l'entrée en tant que start-up pour vous défendre. Peut-être une dernière question avant d'ouvrir au public et que Anaïs malheureusement nous quitte, mais donc une dernière question, surtout en plus je pense que tu as des choses à dire là-dessus. D'un point de vue ressources humaines, donc toi, tu travailles notamment avec des personnes qui travaillent aujourd'hui dans le secteur des services financiers et qui souhaitent changer de carrière. Vous, entrepreneurs également, comment vous percevez en fait, quelle est la bonne ressource pour votre start-up? Est-ce que c'est des gens qui sont passés par des banques? Je sais que c'est le cas de Jérémy. Et donc en fait, la question est de savoir est-ce que c'est le bon profil finalement ou au contraire pour innover et pour disrupter, vaut mieux avoir un regard très extérieur et donc plutôt pas être issu du sérail. Nous, on s'est dit au début, on veut surtout pas de banquier. Et les gens disaient mais il n'y a pas de banquier dans l'équipe. Non, mais surtout pas. Clairement, c'est l'objectif, c'est qu'il n'y ait pas de banquier encore assez longtemps. Là aujourd'hui, donc je vous disais, on est 50 dans l'équipe. Il n'y a personne qui a travaillé dans une banque. Alors il y a une personne qui est passée, je crois 1 an chez Boursorama. Et ensuite, il a été quelques années chez Compte Nickel. Donc c'est quand même assez proche de la banque. Mais voilà, sur 50 personnes. En revanche, aujourd'hui, évidemment, on atteint une taille d'équipe et on a aussi des questions, des problématiques réglementaires et autres qui font que il y a aussi des sujets de lutte contre la fraude, etc., qui sont évidemment des sujets sérieux, compliqués et où avoir un peu d'expérience dans le domaine fait pas de mal. Et donc là, il suffit pas d'être juste un bon designer, un bon tech ou un bon sales. Mais avoir déjà vu les types de fraudes qu'il y a dans les banques, les types de complexité qu'il peut y avoir, ça aide. Et donc là, on est en train de renforcer l'équipe avec quelques personnes qui viennent plutôt du monde bancaire. Mais c'est compliqué parce qu'on veut qu'ils aient, on va dire, l'expérience bancaire et en même temps l'agilité, la souplesse et le mindset, on va dire, start-up. On recrute beaucoup, donc si jamais il y en a parmi vous qui cherchent un job, n'hésitez pas à aller sur Welcome to the Jungle, c'est un peu la minute pub. En fait, le saut banque traditionnelle à FinTech, il se fait sur des postes assez stratégiques, effectivement, quand il y a un besoin. Typiquement,
connaître l'industrie pour des métiers sur la compliance, mais pas que, sur des métiers stratégiques où il faut développer des partenariats. C'est assez fréquent. Donner un exemple, mais Lendix, qui est une plateforme de prêt au TPE-PME, qui est leader européen, a recruté l'ancien patron de la BBVA, donc qui est la banque espagnole, pour gérer toute sa branche en Espagne. Donc c'est un des exemples, mais il y en a plein, et notamment au UK. Parce qu'il y a cette connaissance fine du marché, et donc en fait on veut des personnes qui sont, et c'est aussi pour ça que à l'origine j'ai monté Wake Up, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut à la fois avoir des profils qui du coup ont cette connaissance, ce bagage technique, et qui en même temps ont ce mindset d'entrepreneur, et qui sont capables de reconstruire tout ce qu'ils ne connaissent pas, ou du moins tout ce qu'ils doivent mettre en œuvre. Et donc en fait, donc ça c'est la première chose. Et ensuite, je pense le seul peut-être conseil que je pourrais donner, ou en tout cas de ce que je vois passer des personnes qui ensuite font le saut, ou du moins cherchent à s'entourer. Souvent dans les startups, on cherche le mouton à 5 pattes, donc on va chercher le gars qui exécute à fond, qui a une énorme capacité de travail, mais qui en même temps est stratégique, créatif, qui va savoir enthousiasmer toutes les équipes. La probabilité que ça existe, c'est 1 sur 1 milliard. Le seul conseil que je peux peut-être vous donner, c'est aussi pour ça qu'on a construit notre petit test de personnalité boussole, c'est de se dire en fait, il faut d'abord commencer par bien se connaître et savoir où est en fait son point fort, et après savoir s'entourer de personnes qui sont complémentaires. Donc c'est ok d'avoir une vision analytique, stratégique, et de ne pas être à fond sur le terrain, enthousiasmer les gens et à vendre le produit et à faire du cold calling, parce que c'est 2 jobs différents, c'est 2 personnalités différentes et c'est 2 talents différents. Donc je pense qu'il faut surtout affirmer qui vous êtes, et ce pourquoi vous êtes bon, et ensuite voilà, savoir vous entourer et constituer une équipe de gens qui vont exécuter là où vous êtes un peu moins bon. Je pense qu'il y a 2 étapes dans la vie d'une startup et d'une fintech. La première étape du lancement, où clairement l'expérience précédente dans une banque n'est pas un critère très important. On cherche essentiellement des profils qui sont entrepreneurs, donc qui sont indépendants, qui apprennent vite et qui exécutent. 1000 fois plus que ça qu'une expérience passée dans le secteur financier. Et quand je regarde encore une fois le profil des premiers employés de Stripe, sur les 10 premiers employés, on a mis presque 2 ans à les recruter, parce qu'on voulait vraiment trouver les bons, et c'était quasiment que des anciens entrepreneurs. Donc on a vraiment un biais pour ça. Mais donc ça, c'est vraiment un premier temps. Et comme tu disais, il y a un deuxième temps où sur certaines fonctions clés, en fait, l'expérience est quand même énormément de valeur. Je pense que la conformité, c'est un sujet. Il faut avoir vu des patterns, il faut savoir un peu le degré de risque qu'on peut prendre, qu'on ne peut pas prendre. Et ça, l'expérience dans le secteur est utile. Les partenariats stratégiques avec des très grosses banques ou des très gros réseaux de cartes, c'est quand même un métier particulier. Et quand on est entrepreneur et qu'on a envie d'avancer super vite, généralement c'est une temporalité qui n'est pas évidente avec celle des grandes banques. Ou encore le secteur juridique, où c'est un droit très particulier, le droit financier, le droit bancaire. Et donc c'est quand même mieux d'avoir un petit peu d'expérience dedans. Donc quand je vois chez Stripe, schématiquement, c'est vraiment à la louche, mais de 0 à 100 employés, on recrutait essentiellement des profils très entrepreneurs. Je ne suis pas sûr qu'on ait eu beaucoup de personnes qui avaient de l'expérience dans la banque avant. Et à partir de grosso modo 100, 200 employés, on a commencé à recruter des spécialistes qui avaient déjà 5, 10, 20 ans d'expérience sur un domaine clé qui nous manquait justement en interne. Peut-être un petit peu dire la même chose, sauf que chez nous, l'avantage d'être une banque, c'est qu'on a été obligé de clarifier les choses. Donc on a vraiment la partie banque. Donc c'est vraiment avec des anciens banquiers qui connaissent la banque, les process, la partie compliance, la partie juridique. Enfin, il y a vraiment toute une partie réglementaire qu'il faut qu'on respecte, même comptable et autres. Donc c'est vraiment, chez nous, on l'appelle The Bank. Donc c'est vraiment la banque et c'est les banquiers. Et tout le reste, c'est pas des banquiers. Moi, j'ai un passé de banquier, mais avant, je viens de chez Burger King. Donc quand même, je viens plus d'autres choses pour l'anecdote. Et pour une deuxième anecdote, dans les dernières offres de job, dans les derniers jobs que j'ai postés, vous pouvez vérifier sur notre site, parce qu'on recrute beaucoup. Je me souviens, j'ai écrit noir sur blanc, aucune expérience bancaire, c'est un plus. Et je me souviens, le CMO, il m'a envoyé un message, t'es vraiment sûr, tu t'es pas trompé? Bah oui, je veux spécifiquement des gens qui viennent pas de la banque, qui pensent pas comme des banquiers, on va pas citer de nom. Je veux justement des gens qui arrivent avec, et quand on recrute des gens avec des compétences. Aujourd'hui, je recrute quelqu'un pour écrire du contenu. Je veux pas quelqu'un qui vient de la banque, je veux quelqu'un qui est capable d'écrire du contenu. Je m'en fous c'est vraiment c'est quelles compétences vous cherchez. Je pense que sur tous les métiers qu'on regarde et toutes les embauches qu'on a en ce moment, c'est plus une compétence spécifique, ou plusieurs idéalement,
à 5, on peut avoir un mouton à 5 pattes, mais vraiment plus des compétences qu'un parcours ou autre. C'est vraiment ça qui est important pour nous. Ok, bah, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions que vous souhaitez Moi, je vais filer, mais si vous avez, mes DM sont ouverts, donc si vous voulez m'envoyer un petit tweet à Anaïs Raux, vous pouvez et je répondrai avec plaisir. Voilà. Bonne soirée. Merci beaucoup, Anaïs. Merci beaucoup pour la présentation très intéressante. J'ai deux questions aux deux banques. D'abord, c'est quoi le secret en fait de N26? Ça signifie quoi? Oui, en fait, votre banque. Ah oui. La deuxième question pour vous, en fait, tout à l'heure vous parlez du compte particulier. Qu'en est-il pour les startups ou des entrepreneurs qui veulent ouvrir des comptes professionnels et avoir, voilà, en fait, avoir un RIB justement pour recevoir les opérations des clients, tout ça, quoi. Est-ce que c'est possible ou c'est pour l'instant que pour les clients, les particuliers, je veux dire? Ah non, nous c'est que pour les professionnels. Donc ça c'est la bonne nouvelle, c'est que c'est déjà possible et surtout il y a que nous on fait entre guillemets que ça. Donc on a des micro-entrepreneurs, sociétés, SAS, SARL, enfin voilà. Et donc nos clients, nous c'est que des business entre guillemets. Et c'est live depuis 5 mois donc. On parlait des grands groupes, justement, qu'est-ce que vous pensez des grands groupes type Orange qui lance sa banque, Time dans la facturage, enfin, est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que vous en rigolez? Qu'est-ce que vous en pensez? La réponse corporate, c'est une très bonne chose. Alors après, au début, je pensais que c'était une réponse de focus. Je pense que ça reste quand même une bonne chose qu'il y ait des acteurs aussi importants qui arrivent. Alors c'est ma réponse aux journalistes, mais c'est réel. Ça fait parler du secteur. Les gens commencent à découvrir qu'il y a de la banque mobile, qu'il y a des nouveaux acteurs, ce que disait Anaïs, hein, les gens ne savent pas ce que c'est que la fintech. Donc vraiment, commencer à éduquer, évangéliser, vraiment faire parler de la fintech de manière générale. Après, bon, je pense qu'il faut transformer l'essai. Et voilà. Apprécier. Ouais, déjà, faut marquer l'essai et après. Non mais en gros évidemment on est souvent d'accord mais je pense que ce qui est très positif c'est que ça montre qu'on entre guillemets peut faire de la banque sans être une banque. Alors en l'occurrence N26 c'est une banque et Orange Bank c'est une banque, mais le point c'est de dire on peut faire un service bancaire sans avoir été une banque depuis 30 ans et ça Orange Bank le montre et donc des gens qui vont se dire ah Orange Bank il propose une solution bancaire donc en fait je suis pas obligé d'aller dans une des 5 ou 6 grandes banques françaises et je peux aller ouvrir mon compte personnel chez N26 ou le compte pour ma société chez Conto. Donc ça nous aide aussi effectivement. Et puis après il y a la réalité du produit et du service qui est offert et malheureusement dans le cas de ces grands groupes ils sont quand même un peu rattrapés par j'allais dire leur lourdeur et voilà donc malheureusement Orange n'est pas beaucoup plus agile qu'une grande banque quoi. Moi ma question elle s'oriente plus sur Stripe. En fait vous êtes plus en fait en PTech que FinTech. Du coup la question en fait c'est sur la partie justement compliance. Vous créez des partenariats justement avec des acteurs plus RegTech ou vous l'internalisez par exemple sur le traitement KYC Paytech, ça? Comme paiement? J'avais jamais entendu. Oui, on fait du paiement, mais en fait, quand tu fais du paiement, tu as plein de fonctions derrière que tu vois pas forcément, comme le KYC, qui sont des fonctions financières qui sont importantes, envoyer de l'argent vers des comptes bancaires, ce qui est important aussi. Comme toutes les startups, en fait, au début, on a commencé en outsourçant, enfin en travaillant avec des partenaires qui le faisaient mieux que nous parce qu'ils le faisaient déjà et on n'avait pas envie de réinventer des processus internes
quitte à payer un peu plus cher et quitte à pas avoir pas exactement l'expérience utilisateur qu'on voulait, on était prêt donc à bosser avec des partenaires. Et au fur et à mesure où on devient de plus en plus gros, en fait, on a la masse critique pour se permettre de commencer à pouvoir internaliser et à faire vraiment du service sur mesure. Donc là, oui, on est en train justement peu à peu d'internaliser parce qu'on peut se le permettre. Mais encore une fois, on a 900 employés, c'est pas ce que je conseillerais à une fintech ou à une paytech qui se lance aujourd'hui. Bonsoir. J'ai une question, Alexandre, par rapport aux priorités, aux fonctionnalités, parce que vous avez dit que vous devez choisir quelles fonctionnalités sont importantes. Quand vous faites, vous faites des statistiques en fonction de feedback de vos utilisateurs, ou surtout au début, comment vous avez décidé que ok, cette fonctionnalité je le veux et celle-là je veux pas? Effectivement, au début, c'était c'était à la fois plus facile parce qu'il faut bien démarrer par la base. Donc, si on veut faire un compte avec des virements, des prélèvements, déjà on fait le compte et puis après on fait les virements prélèvements. C'est un peu base, mais voilà. Donc, au début, on a fait un MVP, comme on dit, le plus simple possible. Et maintenant, on utilise beaucoup les retours de nos clients ou de clients potentiels pour prioriser la roadmap. On a par exemple des questions. On a pas mal de questions sur l'encaissement de chèques. Franchement, je m'étais dit, on fera jamais de chèques. Pas mal de clients nous le demandent et donc on est en train de voir si on va le faire ou pas. On n'a pas encore. Voilà, on pense qu'on va effectivement proposer quelque chose pour encaisser les chèques d'ici peu. Voilà, donc typiquement, on n'avait pas prévu de le faire, mais on a eu pas mal de questions sur le sujet. On voit qu'il y a pas mal de clients actuels qui aimeraient pouvoir encaisser des chèques avec nous, notamment pour pouvoir fermer définitivement leur compte bancaire traditionnel. Et à l'inverse, il y a d'autres clients potentiels qui nous contactent, qui nous disent j'ai pas vu sur votre site comment je pourrais encaisser des chèques, est-ce que c'est bien possible? Alors on répond non malheureusement, mais on est en train de regarder. Et là ils nous disent malheureusement je vais pas pouvoir shifter, ouvrir un compte tout de suite, mais dès que vous faites les chèques, dites-moi parce que comme ça je pourrais passer chez vous. Et du coup, typiquement, entre guillemets, on compte le nombre de ces commentaires. Et puis après, on fait une petite matrice un peu de consultant, mais on se dit, voilà, quelles sont les fonctionnalités les plus demandées avec, on va dire, l'impact commercial, entre guillemets, le plus important. Et on a un niveau de difficulté de la fonctionnalité. Est-ce que ça va nous prendre une semaine, un mois ou 6 mois à développer? Et puis en gros, on priorise ensuite en fonction de ça, en disant, on va faire tout ce qui a un, entre guillemets, bon ROI. Alors ça fait très stratégique comme analyse. Évidemment, à la fin, on prend aussi des décisions en se disant, voilà, nous concrètement, on est une société, on est 50, on utilise notre propre produit tous les jours. Qu'est-ce qui nous embête avec notre produit ou qu'est-ce qu'on pourrait faire encore mieux, etc. Et on priorise aussi en fonction de notre, j'allais dire, gut feeling, de ce qui est le mieux à faire, quoi. Ça répond à la question. Juste pour compléter, ce qui marche bien, donc évidemment, il faut avoir une approche très bottom-up où on écoute ses clients, on note un peu les besoins, combien ça correspond en termes de business. Mais l'un des risques, lorsqu'on devient gros, c'est ensuite d'être uniquement drivé en fait, par les besoins à court terme de ses clients. Et donc nous, ce qu'on fait pour équilibrer ça, c'est qu'en fait, on garde un document un jour qui dit grosso modo à échéance 3 ou 4 ans, qu'est-ce qu'on veut être en fait. Et à chaque fois, on s'assure qu'en fait, que les besoins qu'on priorise correspondent quand même à cette vision à long terme, parce que sinon, le risque, c'est qu'on commence à se corneriser un peu sur un segment ou un besoin très particulier. Et bon, c'est pas forcément là qu'on voulait finir. Alors, juste pour contredire un peu, je pense que Stripe, c'est essentiellement innovation technologique, pour être honnête. C'est se faire de l'instant onboarding, donc à se connecter à un système bancaire qui a 30 ans et que ça marche partout dans le monde, ça a été un challenge technologique assez important. Après, comment en fait, c'est le bonheur d'être une plateforme, c'est qu'à partir du moment où tu as construit cette plateforme, tu construis des primitives en fait, à des développeurs qui, eux, sur des segments particuliers, sur des niches particulières, voient justement des besoins arriver. Par exemple, les cryptocurrencies, c'en est un, et vont construire donc une fonctionnalité par-dessus. Donc je vois, nous, assez rapidement, en fait, on a commencé à avoir pas mal de demandes, effectivement, de sites qui voulaient accepter les bitcoins et d'autres cryptos. Et donc on a construit cette primitive pour leur permettre ensuite de construire un peu justement l'expérience qu'ils voulaient par-dessus.
Ouais, en termes d'innovation, là, attends encore quelques mois. Je pense que tu vas pas être. Je pense que là-dessus, on est en train de préparer des gros trucs et je pense que ce qui est important, enfin, la raison aussi pour laquelle on essaye d'embaucher des gens qui viennent pas de la banque, c'est d'arrêter de penser carcan. Ok, on va faire du crédit. Donc on a fait du crédit parce que c'est une vraie demande et ça, c'est un produit qui est relativement standard. Mais si on veut vraiment inventer des nouveaux produits, il faut vraiment remettre à plat, partir d'une page blanche. Donc on est parti d'une page blanche technologique, c'est un énorme avantage parce que les autres sont aussi Enfin, c'est vraiment leur contrainte, c'est leur contrainte pas que réglementaire, mais même technique. Et après, bah, l'idée, c'est vraiment de réinventer. Là, dans les prochains mois, je peux vous garantir, on va avoir des trucs assez cool. Bonsoir. Alors, une petite question très simple. Demain, j'ouvre un coup de pro et j'aimerais savoir en fait pourquoi je devrais choisir Conto ou bien N26. Très bonne question. Je pense que ça dépend. Alors, deux petites questions. En fait, ça dépend de si tu veux la forme juridique, effectivement. Donc, si par exemple c'est une SAS ou une SARL, c'est une société, sauf erreur de ma part, c'est pas possible d'ouvrir un compte sur N26 aujourd'hui. Et donc, je serais ravi d'avoir ton nom parmi les futurs clients lundi matin. Ça t'empêche pas d'ouvrir un compte chez nous à titre perso aussi. Hein, donc, ça marche dans les deux sens. Hein. Bon, je pense que c'est une bonne façon de conclure. Merci beaucoup. Round of applause. Merci beaucoup pour ce panel et puis pour toutes ces informations. Simplement, donc, vous êtes à Schoolab, je vous en ai parlé, mais aujourd'hui, c'est effectivement le salon avec l'ensemble de nos startups. Donc, vous allez voir, en fait, il y a plein de stands à la fois ici et au rez-de-chaussée. Il se trouve aussi qu'il y a de la nourriture dans chacun de ces stands, à la fois au rez-de-chaussée. Donc, en fait, même si vous n'êtes pas intéressé par les startups, vous pouvez quand même aller les voir et vous serez peut-être agréablement surpris. Il y a plein de choses intéressantes à voir. Donc, je vous encourage à faire un tour. Et merci beaucoup. Une dernière chose, on recrute. On serait très heureux de vous avoir comme client aussi. Et j'ai même des autocollants pour ceux qui trouvent que la banque est cool. Donc, Merci beaucoup.